déjà dit qu'il voulait. Les Sénégalais ont adopté cette constitution très claire. Et cette constitution, sur ce point, n'a pas été modifiée. La seule modification introduite, c'est le retour au septennat après une promesse de faire le quinquennat. Et nous, quand on défendait l'idée du quinquennat, c'était pour donner à notre démocratie un rythme de changement à la tête de l'État compatible avec le rythme des grandes démocraties du monde. C'est 4 ans aux États-Unis 2 fois, c'est 5 ans en France. C'est ça qu'il faut comme rythme dans une démocratie moderne, ce qui permettra à des présidents d'aller à la retraite suffisamment jeunes et de rendre d'autres services à leur peuple et à l'humanité. À ce sujet d'ailleurs, j'ai déjà déclaré moi que c'est en 2022 que je quittais la scène politique sénégalaise à 63 ans. Mais il faut qu'on revienne à des rythmes et à une accélération du renouvellement de la classe politique. Le monde lui-même dans lequel nous vivons s'accélère. On ne va plus avoir des présidents qui vont rester en poste pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais il faut que l'Afrique sorte de ça. Ce n'est pas possible. Là où aux États-Unis, vous comptez des dizaines d'anciens présidents en service, en France, Tony Blair est sorti très jeune. Mais vous avez un président de la République que tous les présidents du monde appellent grand-père. Mais ce n'est pas possible. Oui, nous restons dans la perspective 2012. Vous n'avez jamais caché votre ambition de devenir le 4e président de la République du Sénégal. Absolument. Mais vous êtes un homme politique et vous prévoyez tous les scénarios possibles. Au cas où vous ne serez pas au second tour, prenez-vous l'engagement devant les Sénégalais, par exemple, de soutenir le candidat de l'opposition le mieux placé? Oui, je l'ai déjà dit de façon extrêmement claire, sans équivoque, à Thiès, à l'occasion du meeting du M23. D'ailleurs, je n'ai pas encore entendu les autres leaders et candidats être aussi clairs que moi sur cette question. La question est simple. J'ai déjà écrit le 1er juin que la présence de Maître Abdoulaye Wade, pour qui pourtant j'ai beaucoup d'affection et de respect, à la tête du Sénégal est devenue un danger et une calamité. Souvenez-vous, le président Senghor a quitté le pouvoir à 74 ans, l'âge auquel Wade, lui, est arrivé au pouvoir en 2000. Et il disait ne plus être sûr de pouvoir se concentrer 12 à 14 heures par jour sur les dossiers de l'État, ce qui était un minimum qu'exigeait la charge présidentielle. Donc c'est un danger de le maintenir à la tête du Sénégal. C'est pour ça que je travaille de toutes mes forces à le faire partir. Ça n'a rien à voir avec une hostilité quelconque à son endroit. C'est pour le bien du Sénégal, c'est pour la stabilité du Sénégal, c'est pour une prise en charge correcte et efficace de la charge présidentielle qui exige une énergie physique, mentale, morale et psychologique d'exception qu'on ne peut pas garantir à 86 ans hors TVA, comme dit Tanor. Donc, je dis très clairement que pour moi, n'importe quel candidat qui est présent au 2e tour, si ce n'est pas moi, ce qui est naturellement très invraisemblable. Ah oui. Absolument. Et pourquoi? Toutes les études le prouvent. Ce qui est totalement invraisemblable. Mais si un candidat de l'opposition était en face d'un candidat du pouvoir, autre que Wade, puisque la première question, c'est que pour que Wade soit là-bas, il faut d'abord qu'il passe la barrière du Conseil constitutionnel, qu'il passe la barrière de notre détermination à l'empêcher d'être candidat, et qu'il passe tous les troubles que cela génère pour être candidat. Mais n'importe quel candidat de l'opposition, autre que moi, aurait mon soutien. C'est d'ailleurs, vous savez, ce débat dans Benno, de candidats uniques et tout ça, c'est une perte de temps. Ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui ne voteront que pour Moustapha Niasse. Il y a des gens qui ne voteront que pour Tanor Dieng. Il y a des gens qui ne voteront que pour Macky Sall. Il y a des gens qui ne voteront que pour Idrissa Seck. Il y a des gens qui ne voteront que pour Wade s'il était candidat. Donc, maintenant qu'on a l'absolue certitude que le pouvoir actuel, le régime actuel est rejeté par 3 Sénégalais sur 4, il y a une très forte probabilité de second tour.
organisons le premier tour comme des primaires pour nous tous et entendons-nous sur le fait que celui que les Sénégalais auront classé devant les autres ait le soutien de tous les autres et que personne d'entre nous n'aille soutenir le candidat adverse. Une fois que ça c'est garanti, vous savez, l'unité dans cette classe politique, elle est facile. Je l'ai déjà dit. Un chef d'État africain m'a dit il y a quelques semaines que nous avions, nous au Sénégal, la chance d'avoir une très bonne distribution géographique des principales figures de l'opposition. Moustapha Niasse est à Nioro, Tanor est à Mbour, Macky Sall est à Fatick, Landing Savané est à Bignona, Bathily est à Bakel, Dansoko est à Kédougou, moi je suis à Thiès, Aminata Tall est à Diourbel, que sais-je, il n'y a pas de conflit. Et si chacun d'entre nous fait pour son département ce que j'ai fait à Thiès, le Sénégal se développe. Alors entendons-nous, arrêtons les querelles, mais en tout cas pour répondre de façon précise et sans équivoque, si je n'étais pas présent au second tour, mon soutien ne sera même pas à négocier, il sera automatique au service du Sénégal. Alors vous posez l'hypothèse d'un second tour, alors que Wade il dit qu'il va gagner au premier tour. Vous, est-ce que vous... Oui, ouais, parce que lui il est sûr de gagner au premier tour. Mais avant de gagner, il faut qu'il soit candidat. Vous savez, Wade a une grande qualité. C'est que parfois il est comique. Parce que toutes les études établissent que 3 Sénégalais sur 4 l'ont rejeté. Lui-même l'a reconnu. Sinon, il n'aurait pas tenté de réviser la Constitution pour se faire élire au premier tour à moins de 25%. Donc il sait qu'il a perdu. Il le sait ça. Et il sait qu'il n'a aucun moyen de rester au pouvoir, autre que par la violence. Et peut-être est-il en train de s'y préparer. C'est ça le véritable enjeu. Mais nous ne le laisserons pas instaurer au Sénégal le désordre, l'instabilité. Parce que le Sénégal a 2 avantages comparatifs pour son développement. Sa stabilité politique d'abord. Nous sommes l'un des rares pays à n'avoir jamais connu de coup d'État, à avoir eu des alternances pacifiques. Il nous faut préserver cela. Et le deuxième avantage comparatif, c'est l'état de droit, le respect de la loi. Ça, non plus, il ne faut pas l'altérer. La vertu dans la conduite des affaires publiques, ça aussi, il ne faut pas l'altérer. C'est pour ça d'ailleurs que l'affaire Ségoura a eu ce retentissement planétaire, parce que les gens étaient choqués de voir cela arriver au Sénégal. L'opinion internationale a été habituée à de la classe, à de la vertu, à de la distinction dans la prise en charge des affaires sénégalaises. Mais tout ça est en train d'être altéré. Et d'ailleurs, le Wade que moi j'ai connu, je pense, n'est plus en possession de ses moyens, sinon toutes ces dérives n'arriveraient pas. Vous voulez dire que là, ils sont sans classe actuellement, quoi? Ah oui, ça manque singulièrement de classe. Vous voyez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est grave. L'affaire Ségoura, c'est grave. Le népotisme, c'est grave. Et ce même Wade, quel sort allez-vous le réserver en cas d'élection, lui et son fils? Non mais écoutez, ce qui importe pour les Sénégalais, c'est que tout ce qui les dégoûte dans la conduite actuelle des affaires de l'État sera combattu. Et rien ne pourra se passer comme ça, désormais. Parce que ce qui s'est passé le 23 juin, c'est un message très clair que le peuple sénégalais envoie à tous les dirigeants, pas seulement aux dirigeants actuels, mais à tous les dirigeants futurs, qu'ils n'accepteront plus n'importe quoi. Ces jeunes de Y'en a marre là, c'est pas des farfelus, hein. C'est des maîtrisards, c'est des gens qui ont fait du droit, c'est des jeunes diplômés, mais ils véhiculent un message extrêmement clair en direction de tout leader futur, c'est que nous n'accepterons plus n'importe quoi. Maintenant, pour ce qui concerne le chef de l'État,
un grand diplomate américain m'a dit tout l'effort qu'ils avaient fait pour permettre à Gbagbo une sortie honorable. Il lui avait même offert un poste de professeur aux États-Unis dans une université de Boston. Il lui avait même offert de recruter des étudiants à son service pour l'aider à écrire des livres. Il a refusé et vous voyez ce qui lui est arrivé. Il faut savoir qu'il y a une vie après la vie de chef d'État. Aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui parcourent le monde, qui font des missions, qui sont reçus à la Maison-Blanche, qui rendent des services à la communauté internationale. Le président Diouf, à la tête de la francophonie, rend de grands services. Il y a une vie post-vie de chef d'État. Les anciens schémas de chefs d'État qui devaient nécessairement mourir au pouvoir parce qu'ils ne s'imaginaient pas pouvoir prendre une retraite, comme Houphouët-Boigny, Eyadema, Bongo. Ça, c'est fini, ça, en Afrique. C'est terminé. Les nouveaux modèles, c'est les Thabo Mbeki, c'est Konaré, c'est Diouf, voilà, qui, après avoir été chef d'État, après avoir rendu des services, rendent d'autres services à la communauté internationale dans d'autres positions. Moi-même, si je me projette au-delà de 2022 dans une vie de leadership au service de l'Afrique, c'est bien dans cette perspective-là que je le fais. Il ne faut pas que Wade, on lui impose de rester au pouvoir. Je sais, lui d'ailleurs, qu'il n'a aucune envie de rester au pouvoir. Pensez. Mais je pense que des gens qui ont envie d'être protégés à vie, ce qui de toutes les façons n'est pas possible, l'obligent à rester pour leur servir de bouclier. Mais ces gens-là doivent savoir que des comptes seront rendus au peuple sénégalais. Vous savez, et ça je l'ai dit depuis très longtemps, hein. Quand j'étais Premier ministre, lors de ma déclaration de politique générale, vous m'avez tous entendu dire que je soutiendrais Gorgorlou et combattrais Ndioblang. Donc, là-dessus, il n'y a pas de transaction possible. Ce qui est dû au peuple sénégalais sera rendu au peuple sénégalais. Par exemple, Karim Wade, il va rendre compte. Ah, naturellement, pas seulement lui. Pas seulement lui. Vous savez, par exemple, j'ai vu Macky Sall, Premier ministre, aller à la télévision dire que l'argent qui venait soi-disant d'un ami du président, que c'est lui, Premier ministre, qui l'avait distribué. Il faudra qu'il rende compte de ça. Qu'il nous dise de quel compte est venu cet argent, dans quel compte c'est allé et à qui c'est allé. Mais on ne peut pas se permettre n'importe quoi au Sénégal. De toutes les façons, pas sous ma direction. Mais lui, Macky Sall pourra vous dire aussi que vous, à l'époque, on vous avait accusé d'avoir pris beaucoup de milliards. Ah oui, mais c'est faux. On a dit aussi que c'est faux. Celui qui m'a accusé a dit que c'est faux. La justice a dit que c'est faux. Et à la date d'aujourd'hui, ce que moi j'avais dit est resté vrai. D'ici à l'extinction du soleil, on ne pourra pas me reprocher de malversation. Alors, passons un peu à ce débat autour de la candidature unique au sein de Benno Siggil Sénégal. De toute façon, vous êtes tous du M23. Oui. Et en tant que membre du M23, est-ce que ce débat-là, ce blocage qu'il y a au sein de Benno Siggil Sénégal ne vous gêne pas? Parce que cela pourrait peut-être décrédibiliser un peu l'opposition aux yeux de l'opinion. Encore une fois, je vous répète l'opinion que je vous ai donnée tout à l'heure. Pour moi, c'est un faux débat. Que chacun aille travailler pour rassembler l'électorat qu'il peut rassembler. Puisqu'il nous faut prendre l'habitude de rendre au peuple sénégalais souverain sa capacité de choix et sortir des combinaisons d'appareils où quelques chefs de parti s'enferment dans une salle et se distribuent les positions. Mais que ceux qui ont 10% sachent qu'ils ont 10% de la confiance des Sénégalais, que ceux qui ont 51% gouvernent. Mais on ne peut pas passer notre vie dans des combinationnés. Il faut que le peuple sénégalais souverain ait l'opportunité de dire clairement comment il distribue sa confiance entre tous ceux qui la sollicitent. Et une fois que le peuple s'est prononcé, il nous faut respecter son choix. Moi-même, en 2007, je savais à l'avance, parce qu'avant d'entreprendre toute initiative, j'étudie le marché. J'étudie le marché électoral. Donc en juin 2007, j'avais fait faire une étude qualitative et quantitative
de l'opinion sénégalaise, d'abord pour cerner ses attentes et ensuite pour avoir une idée de ses intentions de vote. Cette étude avait été conduite par Labo Marketing du professeur Saliou Diop. Et cette étude m'avait donné presque à quelques poussières de points près les résultats qui se sont révélés être ceux de 2007. Et quand l'élection s'est passée, vous m'avez entendu reconnaître la victoire de Wade au premier tour à 55%. Vous avez déjà effectué un sondage, ça veut dire que ça correspondait, mais naturellement, j'en ai deux. Et qui disent quoi? Non mais pourquoi vous... Non mais franchement, non, c'est stratégique. Non, il faut être sérieux. Vous savez, n'importe quel chef d'entreprise qui dépense 50 millions de francs CFA dans un business fait une étude de marché. Vous voulez que je m'engage dans une activité aussi sérieuse que celle de diriger un pays sans un minimum d'études? Mais je ne ferai jamais ça. L'activité politique est l'activité où l'on s'expose le plus. On court le risque de perdre sa vie, de perdre sa liberté, de perdre ses biens, de perdre son honneur, d'être attaqué par des gens qui autrement ne vous auraient même pas adressé la parole, n'oseraient même pas vous adresser la parole. Alors, vous pensez qu'on s'engage à la légère dans une activité de cette nature? Bien sûr que j'ai fait des études. Et si en 2007, les Sénégalais ne m'avaient pas dit qu'après Wade, le meilleur choix qu'ils avaient, c'était moi, mais je n'aurais pas continué à faire de la politique. J'aurais été faire continuer ce que je faisais dans le secteur privé, gagner de l'argent et produire des bienfaits pour les populations et pour mes proches. Mais c'est parce que les Sénégalais m'avaient donné cette réponse qui correspondait à la réponse que m'avait annoncée l'étude que j'ai poursuivi, que j'ai continué à travailler, que j'ai continué à mobiliser des soutiens à l'intérieur du pays et dans la diaspora, que j'ai continué à convaincre des compatriotes qui étaient pourtant dans des stations mirobolantes au plan mondial à revenir au Sénégal comme Léna Sène au service du peuple sénégalais. Mais c'est ça que je fais. Et naturellement, ce qui m'est annoncé est suffisamment prometteur pour que je poursuive. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du terrain, surtout à Thiès, quand on sait que le score que vous avez à la présidentielle n'est pas celui que vous avez aux élections locales? Écoutez. Et puis il y a certains de vos conseillers de Réumi, des conseillers municipaux de Réumi qui sont rebellés et qui demandent même votre démission, votre destitution à la tête de la mairie. Non, écoutez, il faut être sérieux. Il est normal que le président de la République, qui considère que je suis son adversaire le plus dangereux à abattre, mette tout en œuvre. C'est lui qui tire les ficelles. Bien évidemment. Mais qui a reçu ces jeunes-là? C'était au palais, hein? Vous étiez là, non? Non, vous n'étiez pas là? Non, du tout. Ah bon? Non. Vous y étiez? Eh ben voilà. Non, mais écoutez, qui les a reçus? C'est le président de la République. Mais vous savez, ce que j'ai dit en faisant la campagne de 2009 aux Thiessois, c'est ce que je répète aujourd'hui. Le jour où les Thiessois m'abandonnent, j'arrête de faire de la politique. Ah oui. Vous savez, un jour, nous recevions le Premier ministre du Canada. Et le président de la République, en rigolant, lui a dit, oui, mon Premier ministre, lui, il s'intéresse beaucoup à sa base régionale à Thiès. Et Jean Chrétien, à l'époque, m'a dit, ne changez surtout pas ça. Moi, je fais la même chose au Canada. Si vos plus proches ne disent pas que vous êtes bon, personne d'autre ne le dira. Donc, naturellement, si les Thiessois ne m'avaient pas renouvelé leur confiance, tout en sachant de façon très claire quels étaient mes objectifs, hein, je le leur ai dit très clairement. Je leur ai dit, mon principal objectif est d'être le 4e président de la République du Sénégal par la grâce de Dieu et la volonté des Sénégalais. Et que c'est à cela que j'allais consacrer tous mes efforts et toutes mes énergies. Naturellement, j'ai installé une équipe municipale d'assez bonne qualité que j'appuie. D'ailleurs, les Thiessois ont vu ces jours derniers des bennes tasseuses pour s'occuper de leurs ordures qui sont venues de la coopération décentralisée. Vous pensez que c'est en dormant que j'ai obtenu ça?
Mais mon objectif, ce n'est pas Thiès, c'est le Sénégal.